21 avril 1940. Un hangar secret dans le sud de la France. Les bombes allemandes tombent sur la région depuis 3 jours. René Leduc regarde son prototype brûler sous ses yeux. 10 ans de travail réduits en cendres en quelques secondes. Le fuselage métallique se tord sous la chaleur intense. Les flammes dévorent les plans, les calculs, les rêves d'un homme qui voulait créer l'avion le plus rapide du monde. Mais cette histoire commence bien avant ce moment tragique. Elle commence avec une idée si folle que personne n'y croyait. 1913. La Grande Guerre approche et le monde de l'aviation n'est qu'un bébé qui fait ses premiers pas. Les avions volent à peine plus vite qu'un train et sont construits en tissu et en bois. René Lorin, un ingénieur français brillant mais inconnu, publie une idée révolutionnaire dans les dernières pages du magazine L'Aérophile. Une idée que tout le monde ignore complètement. Son concept est simple mais génial. Utiliser le mouvement vers l'avant de l'avion lui-même pour pousser l'air dans la chambre de combustion. Pas d'hélice, pas de pièces mobiles complexes, juste la vitesse pure qui crée plus de vitesse. Il appelle cette invention le statoréacteur. Le problème est évident pour tous les experts de l'époque, les avions volent trop lentement pour que ce système fonctionne. L'idée est enterrée avant même d'avoir vécu. Les années passent. La Première Guerre mondiale dévaste l'Europe. Les avions deviennent des machines de guerre mais restent lents et fragiles. Personne ne se souvient de l'article de Lorin, perdu dans ce vieux magazine. Personne, sauf un jeune ingénieur qui porte presque le même nom, René Leduc. Ce nom deviendra légendaire, mais pour l'instant, il n'est qu'un employé ordinaire chez Breguet Aviation pendant les années folles. 1920. Leduc lit l'article de Lorin et comprend immédiatement le potentiel. Les avions volent maintenant beaucoup plus vite qu'en 1913. La technologie a évolué. Le moment est venu de ressusciter cette idée morte. Leduc convainc ses patrons de lui donner une chance. Il commence à travailler sur un moteur utilisant une série de valves pour pousser l'air dans le système. Mais ce n'est pas exactement un statoréacteur. C'est quelque chose de différent. Un pulsoréacteur. Le moteur fonctionne, mais pas assez efficacement. Leduc abandonne immédiatement ce prototype pour revenir à l'idée originale de Lorin. Il veut créer un vrai statoréacteur sans compromis. Cette décision va changer l'histoire de l'aviation française, mais elle va aussi créer un ennemi inattendu. Les Allemands observent les travaux de Leduc avec attention. Ils volent son concept de pulsoréacteur abandonné et commencent à développer leur propre design. Ce moteur deviendra plus tard le cœur des terribles bombes volantes F-1 qui terroriseront Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. 1933. Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. La guerre approche à nouveau. Le gouvernement français commence à comprendre qu'il a besoin d'armes nouvelles et révolutionnaires. Leduc reçoit une petite subvention pour construire un prototype de moteur statoréacteur. Les avions modernes volent assez vite maintenant pour que le concept fonctionne enfin. Le problème de l'admission d'air est résolu. Leduc teste son moteur en vol et attire l'attention du monde entier. Les ingénieurs américains veulent voir cette merveille. Les Britanniques envoient des observateurs. Et bien sûr, les Allemands espionnent chaque détail avec leurs agents secrets infiltrés partout en France. 1937. Le gouvernement français commande officiellement un prototype d'avion de chasse équipé d'un statoréacteur. Leduc et son équipe travaillent jour et nuit. Il crée un design complètement fou. Le Leduc 010. Un fuselage circulaire avec 2 coques. Le pilote, assis à l'avant du moteur dans le fuselage intérieur. L'admission d'air tout autour de lui. Un cône de nez devant le cockpit. Le pilote ne peut rien voir devant lui. 0 visibilité vers l'avant. Une envergure de seulement 10 mètres. De petits ailerons. Une queue conventionnelle. Un train d'atterrissage rétractable avec 2 roues. L'avion ne peut pas décoller seul car un statoréacteur a besoin de vitesse pour fonctionner. Il doit être transporté par un avion plus grand jusqu'à ce qu'il atteigne la vitesse nécessaire pour allumer son moteur révolutionnaire. 1939. La guerre éclate. Le prototype n'est pas terminé. Leduc et son équipe travaillent frénétiquement pour finir les derniers boulons. Mais 1940 arrive trop vite. Les Allemands envahissent la France avec une vitesse terrifiante. Leduc doit évacuer son prototype vers le sud pour échapper aux envahisseurs. L'équipe se cache dans un hangar secret, loin de Paris. Ils pensent être en sécurité. Ils ont tort. Un raid de bombardement ennemi détruit complètement le hangar et le prototype. 10 ans de travail disparaissent en flammes.
Le duc regarde son rêve mourir. Les Allemands auraient adoré voler cette technologie. Leur appétit insatiable pour tout ce qui vole vite est bien connu. Ils développent déjà leur propre moteur à réaction. Un statoréacteur fonctionnel aurait été un trésor inestimable pour eux. Peut-être que cette bombe était une bénédiction déguisée. La France vit sous occupation allemande. Le duc et son équipe se dispersent pour survivre. Les nazis fouillent chaque laboratoire, chaque usine, chaque bureau de recherche aéronautique. Ils cherchent des technologies avancées à voler. Le duc cache ses plans dans des endroits secrets. Certains dessins sont enterrés dans des jardins, d'autres sont cachés dans les murs de maisons abandonnées. Les membres de l'équipe communiquent par message codé. Chacun garde une partie différente du puzzle pour que les Allemands ne puissent jamais reconstituer le projet complet. Pendant 5 longues années, le statoréacteur n'existe que dans la mémoire de quelques hommes et sur des papiers éparpillés à travers le pays. Août 1945. La France est libérée. Le duc rassemble immédiatement son équipe survivante. Beaucoup d'ingénieurs sont morts pendant la guerre. Certains dans les combats, d'autres dans les camps. Mais ceux qui restent partagent toujours le même rêve fou, reconstruire le Leduc 010 depuis zéro. Le gouvernement français n'a presque pas d'argent. Le pays est détruit. Les priorités sont la nourriture, le logement, la reconstruction des villes. Personne ne se soucie d'un avion expérimental bizarre qui ne peut même pas décoller tout seul. Le duc utilise ses propres économies. Il convainc quelques industriels de financer le projet. Il promet un avion capable de voler plus vite que tout ce qui existe. Les investisseurs pensent qu'il est devenu fou pendant l'occupation. L'équipe travaille dans des conditions misérables. Pas de budget pour des matériaux modernes. Ils utilisent de l'acier ordinaire pour construire le fuselage. L'avion devient incroyablement lourd, beaucoup trop lourd pour être pratique. Mais ils n'ont pas le choix. Les matériaux composites avancés coûtent une fortune. La France ne peut pas se permettre ce luxe. Chaque pièce est fabriquée à la main. Chaque soudure est vérifiée 10 fois. Le cockpit reste complètement aveugle vers l'avant. Le pilote doit voler en regardant sur les côtés à travers de minuscules fenêtres. C'est absurde, mais c'est la seule façon de faire fonctionner le design du statoréacteur. L'admission d'air doit entourer complètement le cockpit. Pas de compromis possible. 21 avril 1949. Un terrain d'aviation quelque part en France. Un gros avion porteur décolle avec le Leduc 010 accroché sous son ventre, comme un parasite bizarre. L'avion monte à plusieurs milliers de mètres. Le pilote d'essai, Jean Gonor, attend dans le cockpit étroit du prototype. Il ne voit presque rien devant lui. Son cœur bat vite. Personne ne sait si ce moteur fou va vraiment fonctionner en conditions réelles. Les calculs disent que oui, mais les calculs peuvent se tromper. L'avion porteur largue le prototype. Le Leduc 010 tombe pendant quelques secondes terrifiantes. Gonord allume le statoréacteur. Le moteur rugit. L'avion cesse de tomber et commence à grimper. Le concept fonctionne. Après 36 ans depuis l'article de Lorrain, le statoréacteur vole enfin. Les ingénieurs au sol pleurent de joie. Le duc saute partout comme un enfant. Son rêve est vivant. Les essais continuent pendant des mois. Le Leduc 010 effectue 250 vols. Chaque vol révèle de nouveaux problèmes. Le poids excessif limite la vitesse. L'avion atteint seulement Mach 0,95. Presque la vitesse du son, mais pas tout à fait. Les turbulences créées par le design circulaire causent des vibrations terribles. Le pilote sort de chaque vol avec des maux de tête violents. La visibilité nulle vers l'avant rend les manœuvres dangereuses. Plusieurs fois, Gonord évite des collisions de justesse. L'avion ne peut toujours pas décoller seul. Il dépend complètement d'un avion porteur. Cette limitation ridicule signifie que chaque mission nécessite 2 avions et 2 équipages, complètement impraticable pour une utilisation militaire. Le duc refuse d'abandonner. Il fonde sa propre compagnie en 1951. Il veut améliorer le design. Il essaie d'ajouter de petits turboréacteurs aux ailes pour permettre le décollage indépendant. Les moteurs sont trop faibles, l'avion reste cloué au sol. Les ingénieurs ajoutent alors un cockpit en verre et plexiglas au prototype 021. Maintenant, le pilote peut enfin voir devant lui. Mais l'avion reste fondamentalement inutile. Trop lourd, trop compliqué, trop dangereux, trop dépendant d'autres avions pour fonctionner. 1953 arrive avec une surprise incroyable.
L'armée de l'air française publie des spécifications pour un nouvel intercepteur. La mission est claire, détruire les bombardiers soviétiques avant qu'ils n'atteignent Paris. L'avion doit pouvoir décoller depuis une piste herbeuse d'1 kilomètre de long. Il doit voler assez vite pour attraper n'importe quel bombardier ennemi. Il doit être armé de missiles et de roquettes. Le duc lit ses spécifications et sourit. C'est exactement ce qu'il attendait. Sa chance de prouver que son concept absurde peut devenir une arme redoutable. Il commence immédiatement à dessiner le Leduc 022, un monstre volant qui corrigera toutes les erreurs du passé. Le duc présente son design au ministère de la Défense. Les généraux regardent les plans avec confusion. Un pilote assis à l'intérieur du moteur. Une capsule d'éjection qui emporte la moitié avant de l'avion avec un parachute géant. Un radar installé dans le cône de nez. 2 turboréacteurs pour le décollage, plus le statoréacteur principal pour la vitesse maximale. Les officiers pensent que le duc a perdu la raison, mais les spécifications sont claires. La France a besoin d'un intercepteur capable d'arrêter les bombardiers soviétiques. Les autres compagnies proposent des designs conventionnels. Dassault travaille sur son Mirage. Sud Aviation développe ses propres prototypes. Mais aucun ne promet la vitesse folle du statoréacteur de Leduc. Le ministère approuve le financement. Leduc a son budget pour construire 2 prototypes du 022. La construction commence en 1954. L'équipe agrandit le fuselage circulaire. Le diamètre augmente pour accueillir plus de carburant et l'équipement militaire. Le poids explose. L'avion devient encore plus massif que le 021. Tout est construit en acier parce que les matériaux légers coûtent trop cher. Les ingénieurs savent que ce choix condamne la maniabilité, mais ils n'ont pas d'alternative. Le train d'atterrissage doit être renforcé pour supporter ce poids monstrueux. Les roues deviennent énormes. Les suspensions ressemblent à celles d'un camion militaire. L'avion perd toute élégance. Il ressemble maintenant à un tonneau volant avec des ailes minuscules attachées sur les côtés. Le système d'armement pose des problèmes incroyables. Les missiles Nord AA-20 sont des armes RR modernes, guidées par radar. Chaque missile pèse 110 kg. 2 missiles ajoutent encore plus de poids mort. Les 40 roquettes non guidées sont stockées dans des compartiments internes. Elles peuvent être tirées en salve contre des formations de bombardiers. Mais leur précision est terrible. Les pilotes d'essai plaisantent en disant qu'elles pourraient toucher n'importe quoi, sauf la cible visée. Le duc insiste pour ne pas installer de canon. Les duels aériens rapprochés appartiennent au passé, selon lui. Les combats aériens futurs se dérouleront à vitesse supersonique avec des missiles à longue portée. Les pilotes n'auront jamais besoin de canons. Cette décision sera critiquée violemment plus tard quand la guerre du Vietnam prouvera que les canons restent essentiels. Le turboréacteur auxiliaire est installé sous le fuselage principal. C'est un turboméca marboré minuscule qui génère seulement 450 kg de poussée. Complètement insuffisant pour un avion qui pèse plusieurs tonnes. Mais c'est suffisant pour rouler sur la piste et atteindre 150 km/h. À cette vitesse, le statoréacteur peut s'allumer et prendre le relais. En théorie, les premiers tests au sol montrent des problèmes majeurs. Le turboréacteur chauffe tellement qu'il fait fondre certaines parties du fuselage. Les ingénieurs ajoutent des boucliers thermiques. Le poids augmente encore. L'avion devient une blague ambulante dans l'industrie aéronautique française. Les employés de Dassault se moquent ouvertement du tonneau volant de Leduc. La capsule d'éjection est peut-être l'élément le plus absurde. En cas d'urgence, des charges explosives détachent toute la section avant, incluant le cockpit, le radar et le cône de nez. Un parachute géant se déploie pour ralentir la descente. Le pilote reste assis dans sa capsule jusqu'à l'impact au sol. Le système pèse 300 kg, 300 kg qui pourraient être utilisés pour du carburant ou des armes. Mais les généraux insistent. Les pilotes français sont trop précieux pour mourir dans des accidents stupides. Ironiquement, ce système ne sera jamais testé en situation réelle. Personne ne veut risquer de détruire un prototype valant des millions de francs juste pour vérifier si le parachute fonctionne correctement. 1957. Le premier prototype est terminé. Il est laid, il est lourd, il est bizarre, mais il existe. Le Leduc 022 roule sur la piste pour la première fois. Le turboréacteur auxiliaire hurle. L'avion accélère lentement, trop lentement. Il atteint 150 km/h. Le pilote d'essai allume le statoréacteur.
Rien ne se passe pendant 3 secondes terrifiantes. Puis le moteur principal rugit soudainement. La poussée projette le pilote contre son siège. L'avion décolle enfin de ses propres moyens. Plus besoin d'avion porteur. Cette victoire minuscule est célébrée comme un triomphe national. Le duc donne des interviews à tous les journaux. Il promet que son intercepteur va défendre la France contre les hordes de bombardiers soviétiques. Les vols d'essai révèlent la vérité cruelle. L'avion vole mais mal. Les problèmes de traînée aérodynamique limitent la vitesse à Mach 1,15, loin des Mach 5 promis. Le fuselage circulaire crée des vortex complexes qui aspirent l'énergie. Le poids excessif ruine la maniabilité. L'avion tourne comme un autobus. Un bombardier ennemi pourrait facilement l'éviter en virant légèrement. Les 40 roquettes non guidées ratent leur cible de plusieurs centaines de mètres pendant les exercices de tir. Les missiles AA-20 fonctionnent de mieux, mais leur portée est limitée. Le pilote doit s'approcher dangereusement près des bombardiers ennemis équipés de leurs propres canons défensifs. Le duc refuse d'accepter l'échec. Il dessine des versions améliorées. Le 030 avec 2 fuselages côte à côte. Double portée, double puissance de feu, double poids, double absurdité. Le 040, encore plus gros. Le 050, capable de voler à Mach 5 et de transporter des armes nucléaires tactiques. Ces plans restent sur le papier. Personne ne finance ces monstres. Le premier prototype accumule 140 vols réussis malgré tous ses défauts. Les pilotes s'habituent à ces bizarreries. Ils apprennent à compenser la mauvaise maniabilité. Ils acceptent la visibilité limitée. Ils ignorent les vibrations qui leur donnent des migraines. Le 141e vol approche. Le pilote d'essai monte dans le cockpit pour la mission 141. Une matinée ordinaire. Un vol de routine pour tester une nouvelle configuration de carburant. Les mécaniciens terminent leur vérification. Tout semble normal. Le turbo-réacteur auxiliaire s'allume. L'avion commence à rouler sur la piste. Soudain, des flammes orangées jaillissent du compartiment moteur. Le feu se propage en quelques secondes. Le pilote saute hors du cockpit et court loin de l'appareil. Les pompiers arrivent trop tard. Le carburant explose. La chaleur intense fait fondre le fuselage en acier comme du beurre. En 10 minutes, le premier prototype du 022 n'est plus qu'un tas de métal tordu et fumant. 5 ans de travail détruits sur une piste par un défaut stupide dans le système d'alimentation. Le duc reçoit la nouvelle par téléphone. Il sourit. Ce n'est pas un désastre. Il reste le 2e prototype dans leur hangar. La construction est presque terminée. Quelques semaines de travail supplémentaires et il sera prêt à voler. Le programme continue. Les généraux vont comprendre qu'un accident ne change rien au potentiel révolutionnaire du statoréacteur. Le duc appelle ses contacts au ministère pour organiser une réunion. Il veut présenter le calendrier révisé, montrer que tout est sous contrôle, prouver que le 022 mérite son financement. Le téléphone sonne le lendemain matin. Un officiel du ministère parle d'une voix froide et bureaucratique. Le projet Leduc 022 est annulé immédiatement. Tous les financements sont coupés. Le 2e prototype ne volera jamais. L'équipe doit être dissoute dans les 30 jours. Le duc demande des explications. L'officiel répond avec des phrases vagues sur les priorités nationales et les contraintes budgétaires. Il raccroche rapidement. Le duc reste immobile, le combiné à la main. Il ne comprend pas. Son intercepteur fonctionne. Il vole à vitesse supersonique. Il peut intercepter les bombardiers soviétiques. Pourquoi abandonner maintenant? La vérité émerge lentement dans les semaines suivantes. La France saigne de l'argent en Algérie. La guerre coloniale dévore le budget militaire. Des milliers de soldats combattent dans le désert contre des rebelles armés de fusils et de grenades. Les généraux ont besoin de camions, d'hélicoptères, de munitions, pas d'intercepteurs supersoniques expérimentaux pour combattre des bombardiers soviétiques imaginaires. Le Vietnam français vient de s'effondrer. L'Indochine est perdue. Les politiciens cherchent désespérément à économiser chaque franc. Un avion futuriste qui coûte une fortune n'a aucune utilité contre des guérilleros cachés dans la jungle. Dassault propose son Mirage 3 à un prix bien inférieur. Un turboréacteur conventionnel, plus lent que le statoréacteur mais suffisamment rapide. Plus maniable, plus fiable, plus pratique, plus facile à entretenir. Les pièces de rechange sont disponibles.
Les mécaniciens savent comment le réparer. Les pilotes peuvent le piloter sans 3 mois de formation spéciale. Le Mirage peut décoller de n'importe quelle piste. Il ne nécessite pas d'avion porteur. Il ne dépend pas d'un turboréacteur auxiliaire capricieux. Il transporte des canons en plus des missiles. Il peut combattre à basse altitude, il peut bombarder des cibles au sol. C'est un avion de guerre polyvalent. Le 022 est un intercepteur spécialisé, incapable de faire autre chose que chasser des bombardiers qui n'attaquent jamais. Les ingénieurs concurrents publient des analyses dévastatrices. Le fuselage entièrement en acier est une aberration en 1958. Les autres avions utilisent des alliages d'aluminium léger ou des matériaux composites avancés. L'acier rend le 022 3 fois plus lourd que nécessaire. Ce poids détruit les performances. La consommation de carburant est catastrophique. L'autonomie est ridicule. La maniabilité est celle d'un camion volant. Les problèmes de traînée aérodynamique du design circulaire limitent la vitesse maximale. Le statoréacteur promet Mach 5, mais ne livre que Mach 1,15. Les turbulences internes gaspillent l'énergie. Le concept fondamental est défectueux. Le concurrent Griffon reçoit le même traitement brutal. Annulé, oublié, abandonné. 2 projets révolutionnaires français tués le même jour par les réalités économiques et les guerres coloniales. Le Duc ferme sa compagnie aéronautique. Il cherche un nouveau domaine. L'hydraulique industrielle recrute des ingénieurs expérimentés. Le Duc développe des pompes pour excavatrices, des machines qui creusent la terre au lieu de fendre le ciel. Une fin humble pour un des génies de l'aéronautique française. L'homme qui voulait créer l'avion le plus rapide du monde termine sa carrière en concevant des équipements de construction. René Leduc passe les mois suivants à vider son bureau. Les dessins du 030 avec ses 2 fuselages partent à la poubelle. Les calculs pour le 050 capable de porter des bombes nucléaires finissent au feu. Des années de rêve transformées en cendres pour la 2e fois. Le 2e prototype reste dans son hangar comme un monument à l'échec. Personne ne veut le toucher. Personne ne veut payer pour le démonter. Il reste là pendant des années à accumuler la poussière. Finalement, des ferrailleurs viennent découper le métal pour le recycler. Quelques tonnes d'acier vendues au poids. C'est tout ce qui reste de millions de francs investis. Le Duc accepte un poste chez un fabricant d'équipements hydrauliques. Ses nouvelles créations pompent de l'eau et de l'huile au lieu de comprimer de l'air à vitesse supersonique. Les excavatrices creusent des fondations pour des immeubles parisiens avec ces pompes. C'est utile, c'est pratique, c'est ennuyeux. Ses collègues ne savent pas qu'il a construit l'avion le plus rapide de France. Ils le voient comme un ingénieur ordinaire qui dessine des tuyaux et des valves. Personne ne parle du statoréacteur. Cette technologie appartient désormais au passé. L'ironie finale frappe le Duc pendant une nuit d'insomnie. Son projet est mort à cause de ses propres choix. Il a insisté sur le design circulaire, même quand tous les experts criaient que c'était inefficace. Il a refusé les matériaux modernes pour économiser de l'argent et a créé un monstre trop lourd. Il a promis Mach 5 et a livré Mach 1,15. Il a conçu un intercepteur incapable d'intercepter efficacement. Il a construit une machine de guerre inutile contre les vraies guerres de son époque. Le Duc a arrêté le Duc. Pas les Allemands, pas le manque d'argent, pas les politiciens. Lui seul porte la responsabilité de cet échec monumental. Son obsession pour la vitesse pure a aveuglé son jugement sur ce dont la France avait vraiment besoin. Les Américains développent leur propre statoréacteur pendant les années 60. Ils abandonnent rapidement. Trop compliqué, trop limité. Les missiles balistiques rendent les intercepteurs obsolètes. Pourquoi risquer des pilotes quand des fusées peuvent détruire des bombardiers à des centaines de kilomètres? Les Soviétiques testent quelques prototypes similaires. Même résultat, même conclusion. Le statoréacteur reste une curiosité technique sans valeur militaire réelle. Le Duc avait raison sur la science, mais tort sur l'application. Son moteur fonctionne parfaitement, mais personne n'en veut. Le prototype 02, un survivant, termine sa vie dans un musée aéronautique près de Paris. Les visiteurs le regardent avec confusion. Cet objet bizarre ressemble plus à une sculpture abstraite qu'à un avion. Les enfants rient en imaginant un pilote assis à l'intérieur du moteur sans voir devant lui. Les experts secouent la tête devant le fuselage en acier massif. Les étudiants en ingénierie l'étudient comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le panneau explicatif mentionne poliment les innovations techniques.
Il omet prudemment les échecs catastrophiques et l'inutilité pratique. René Leduc meurt en 1996. Les nécrologies le décrivent comme un pionnier visionnaire. Elles oublient de mentionner que sa vision ne menait nulle part. Son statoréacteur promettait la vitesse illimitée. Il livrait des complications infinies. La technologie absurde de la Seconde Guerre mondiale a trouvé son champion parfait. Un homme brillant qui a consacré sa vie à créer quelque chose que personne ne voulait vraiment.